Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, bande dessinée par leur travail. Et vous le savez, on aime bien aussi retrouver des auteurs qu'on a déjà interrogés pour leur parler de leur nouveau projet. Et dans ce podcast, on aura le plaisir de retrouver David Asteda. Salut David. Salut, bonjour à tous. On t'avait reçu, alors j'essaie de faire le compte, mais pour Frankly qui était sorti au label 119, c'était il y a maintenant 3 ans, je crois peut-être. Oui, je vais arrêter de compter, mais ça doit être ça à peu près. Voilà, il y a quelques années. C'était à Angoulême, je crois. C'était à Angoulême qu'on avait fait ça avec Ludovic, mais re-bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bon retour dans le podcast. Et un nouveau venu, Guillaume Leblanc, tu es avec nous également. Bonjour. Eh bien, bonjour. Et bonjour à tous et à tous les auditeurs. Superbe voix encore. Il a une voix de crooner incroyable qui est faite pour le podcast. Je vais aussi baisser ma voix, voilà. Comme ça, merci. On va se mettre dans une ville flatteur. Dans une très bonne. Donc en fait, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre nouvelle bande dessinée qui s'appelle Guns and Gremlins, disponible aux éditions Ankama. Je vais pas tenir la voix ultra grave non plus comme ça. Donc on va en parler aujourd'hui. On est réunis pour en parler. Alors peut-être moi, ce qui m'intéresse, notamment en lisant ta postface, David, c'est qu'en fait il y a l'histoire qui est racontée dans la bande dessinée. Il y a aussi l'histoire de l'élaboration de cette BD. C'est deux pans différents quand même, parce qu'elle a connu des développements mine de rien. Il y a eu des rebondissements, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une BD qui a été signée il y a presque 4 ans. Donc même avant qu'on se rencontre du coup, c'est ça, et qui était prévu je suis désolé pour Guillaume, mais qui était prévu avec un autre dessinateur au début. La production s'est bien enchaînée, il y a eu aucun souci, et puis à un moment donné, ce dessinateur a décidé de partir. Alors je sais jamais si je dois le nommer ou pas, parce que bon, c'est toujours compliqué quand quelqu'un. Techniquement, il est nommé dans la postphase, donc c'est pas non plus un secret. Alors je vais le nommer. C'était Tristan Evin, et voilà, pour des raisons personnelles, il a décidé d'arrêter en pleine production. Donc il avait storyboardé la moitié de Guns and Gremlins. Il avait dessiné presque une vingtaine de planches en définitive. Et voilà, quand il a décidé de partir, Ankama a décidé de maintenir sa confiance et de garder le projet actif. Charge à moi de trouver un remplaçant. Et il se trouve que Guillaume est un ami qui essaye de faire de la bande dessinée depuis X temps. Donc je trouve qu'il a un talent formidable, et voilà, c'est pas parce qu'il est à côté, c'est complètement parce qu'il est à côté, je lui ai fait un chèque hier. Il a fait ce chèque. Bon, alors du coup le chèque a été fait, donc il a un talent formidable, et voilà, et je lui ai proposé cette histoire là parce qu'il a des connaissances en aviation, et on a la même culture, très pop, très années 80, très les films de Spielberg, tout ça. Et je sais que c'était un projet qui pouvait lui parler. Et du coup, il a pris la main, il a repris le storyboard, il a retransformé, il a redessiné tout ce qu'il pouvait faire, et il a imprimé sa propre patte, tout en gardant le concept qu'on voulait à l'initial, c'est-à-dire de quelque chose de assez froid, assez dur, assez historique, mais en même temps quelque chose de fun dans l'action, même si ça peut être très très sanglant. Il fallait que ça reste vraiment tout public, comme les films popcorn des années 80. Moi, c'était mon leitmotiv sur Guns and Gremlins. Et donc après, Guillaume, toi, tu peux raconter comment tu es arrivé après derrière dessus. Ouais, puis on va même, vu que on t'a jamais reçu encore, présente un peu de ton parcours aussi en fait. Oui, merci. Écoute, merci pour de l'invitation. Moi, en l'occurrence, c'est ma première BD. J'ai aucun passif dans le milieu. Enfin, ça fait longtemps que j'essaye de rentrer dans ce monde qu'est la bande dessinée, qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours lu de la BD, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu en faire. Voilà. Bon, après, je me suis vu refuser pas mal d'essais, à tel point que, et c'est pour la petite histoire, ça qui est rigolo, c'est que fin 2021, j'avais envoyé 2 dossiers, et les 2 dossiers s'étaient vus refuser. Et à partir de là, je m'étais dit, tu sais quoi, allez, on laisse tomber, vas-y, c'est bon. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, t'en as marre et je me suis dit, c'est bon, la bande dessinée, c'est mort. Et puis, moralité, ce qui est rigolo, c'est que 4 mois après, David m'appelle en me disant, écoute, voilà, j'ai ce projet. Donc, il a tout expliqué. Et Tristan est parti. Donc j'ai pas déconcentré par les éditrices qui passent dans le background. L'éditrice qui est là. Et voilà, donc j'ai fait des essais, et donc justement Charlotte, notre éditrice, a validé, et je me suis vu un peu propulsé sur le truc.
Et si tu veux, je me suis surtout dit, ne loupe pas cette chance, parce que tous les feux étaient ouverts. Enfin, je veux dire, le scénario était signé, mes essais passaient, j'avais du temps devant moi, l'envie de le faire. Je me suis dit, si je le fais pas là, maintenant, je le ferai jamais. Donc, grand bien m'en a pris. Donc après, ça a été, on en parlera plus tard, ça a été un voyage long, mouvementé, mais très satisfaisant à la fin. Très bien. Pour revenir juste un peu sur le projet tu l'as dit, à moitié historique, à moitié très pop, donc on parle en fait d'une relecture en fait de la façon dont les groupements kamikazes japonais ont été formés pendant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, oui. Avec un twist dedans, c'est qu'apparemment les officiers japonais avaient l'idée de mettre des œufs de gremlins. Voilà, des petits gremlins pour s'assurer que les kamikazes en fait ne rebroussent pas chemin. Oui, c'est comme un peu souvent quand je construis une bande dessinée, je m'inspire de faits historiques ou d'histoires qui ont été réellement vécues par des personnages. C'est vrai que Franklin c'était déjà ça aussi. Franklin c'était déjà ça, donc je dis pas que c'est devenu ma patte, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, faire une relecture de l'histoire et essayer d'imaginer, un peu comme les what if de Marvel à l'époque, d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si je rajoute un élément fantastique ou une déviance dans la façon dont sont tournés les éléments. Et puis là c'était les Gremlins, mais c'est venu les Gremlins, ça faisait pas mal de temps que j'y pensais et j'avais en tête la vraie légende des Gremlins. Oui, que tu peux peut-être nous raconter, parce que moi en fait les Gremlins c'est Joe Dante, c'est que les films. Mais pour moi aussi, pour moi aussi. Mais comme je suis très très curieux, j'ai été voir un petit peu parce que j'avais eu à un moment donné vent d'un film qui devait se tourner, un film d'animation de Walt Disney. Qui devait se tourner dans les années. Alors j'ai plus vraiment l'année en tête, mais c'était entre 1925 et 1930. Et il devait y avoir un film d'animation basé sur les Gremlins. Et là, je me suis dit, il y a un truc que je comprends pas. Les films de Joe Dante datent de 1983, 84. Et là, on parle de Gremlins presque 40, 50 ans avant. Et c'est là que j'ai eu vent de cette légende en fait, qui consiste à dire que les pilotes de la Royal Air Force en fait, dans les années 20, dès qu'ils avaient un problème dans leur moteur ou une panne hydraulique ou quoi que ce soit, plutôt que d'incriminer les mécaniciens au sol pour essayer de garder la confiance en leurs mécaniciens, ils disaient c'est sûrement un problème avec un Gremlins qui a débranché quelque chose ou qui a mangé un câble ou quelque chose comme ça. Et c'est devenu quelque chose de récurrent et ils se sont passé le mot et d'un petit fait humoristique, c'est devenu une sorte de mythe, une sorte de légende qui a été racontée comme ça de pilote à pilote. Et voilà. Et à un moment donné, il y a Roald Dahl qui était lui-même, c'est un écrivain qui a écrit Charlie la chocolaterie, James et la pêche géante. Ah, tu dis Dahl, toi, d'accord. Okay. Pardon? Non, j'ai toujours dit Roald Dahl, c'est pour ça. Moi je dis Dahl. Je sais pas quand je l'ai peut-être un petit peu trop américanisé, alors peut-être je crois. Et donc lui était lui-même aviateur et du coup il s'est emparé de cette légende et il a fait une première histoire pour enfants. Walt Disney est arrivé derrière. Ils ont voulu faire un partenariat, ça a capoté. Mais du coup, l'histoire est restée comme ça et c'est resté longtemps dans l'aéronautique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ça a été un peu oublié, après repris par Joe Dante sur un script de Chris Columbus qui était beaucoup plus sombre, une production de Steven Spielberg et ça a donné ce que l'on sait. Et puis voilà, et moi j'ai eu l'idée à un moment donné de faire un truc qui parlait des corsaires, des héros, un peu comme les têtes brûlées. Je voulais parler de cette période-là et les Gremlins se sont venus dans ma tête se greffer sur cette période-là et voilà. L'histoire vient un peu de là en fait. Voilà comment ça s'est construit. Et donc t'avais tout de suite l'idée quand même de parler aussi des kamikazes japonais. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse étant donné que on en parlait hier autour d'un repas. Moi, ce qui m'effare quelque part sur cette histoire, c'est pas l'utilisation de kamikazes, c'est de dire quand ils ont utilisé les kamikazes, l'empire japonais avait perdu. C'était clair et net que de toute façon ils allaient perdre la guerre. Mais ils se sont obstinés. Les Américains ont répondu par une première bombe atomique, ça leur a pas suffi. Ils ont mis une deuxième bombe atomique. L'empereur Hirohito, voulait toujours pas capituler, et c'est parce qu'il y avait le spectre d'une troisième bombe atomique que ils ont cessé les combats. Mais juste avant ça, même s'ils avaient perdu, pour essayer de minimiser l'impact que pouvait avoir une défaite dans la guerre, ils ont décidé de faire le maximum de dégâts aux navires américains et ils ont utilisé 4000 jeunes japonais dans ce qu'on appelle l'opération Vent divin qui a eu date le 25 octobre, donc jour
la sortie anniversaire de 80 ans après, de Guns and Gremlins. Tout était prévu depuis le début en fait. Ouais, oui. Si seulement. Et voilà, donc ils ont eu cette idée complètement folle d'envoyer au casse-pipe 4000 pilotes. Voilà, juste pour essayer de s'en sortir avec un peu plus d'honneur. Et moi, c'est ce côté-là, finalement, dans l'histoire même de cette période qui m'a intéressé. Et j'ai mis mon petit grain de sable avec ces cocons de Gremlins qu'on a remis dedans, en fait. Voilà. Ouais, c'était compliqué d'essayer de voir justement la bonne façon dont tu pouvais intégrer cet élément fantastique dans un récit qui sinon est assez historique. Non, franchement, je pense que l'idée en elle-même du synopsis de Guns and Gremlins est arrivé très rapidement. Ce qui a été compliqué, c'est de savoir les personnages que j'allais mettre autour de cette histoire pour créer de l'empathie. Donc il y a la famille Hamada avec cette jeune fille et la relation avec son père qui est pilote. Voilà, ce sont des personnages fictifs parce que je voulais pas utiliser les vrais personnages qui de toute façon je pouvais pas parler à leur place finalement hein. Donc personnage central, il me fallait des personnages fictifs et en même temps je me suis posé la question, voilà, est-ce que je peux pas mettre quand même des personnalités ayant vraiment existé, et donc l'amiral Onishi qui est considéré au Japon comme le père des kamikazes. C'est un personnage qui a vraiment existé, il a vraiment pris cette décision. Là, je lui mets dans les pattes quelque part des Gremlins et j'essaye de faire évoluer un peu sa méthode de pensée, mais le tout étant ce qui arrive dans la BD lui est vraiment arrivé et j'espère qu'il a eu ce repentir à la fin de sa vie, parce que effectivement il avait sur le cœur et sur l'honneur la mort de 4000 jeunes pilotes qui ne pouvaient pas dire non en fait. Au fait de se suicider. Et d'autant plus aussi que quand tu parles de développer avec les personnages, parce qu'en fait c'était aussi un projet qui était sur une histoire plus courte et puis qui s'est étalé sur un plus. C'est ça. Alors au tout début, voilà, c'était vraiment pour une sorte de doggy bags où je voulais vraiment quelque chose de très très court. Ça s'est pas fait. Et puis après, je me suis dit mais en fait il y a vraiment quelque chose à creuser où je peux aller beaucoup plus loin. Et puis voilà, là ça a pris de l'ampleur et je me suis intéressé à cette relation père-fille. Comment on sentirait si votre père au bout d'un moment vous dit je dois aller au combat, je sais que je vais pas revenir. Voilà, quand on est une petite fille de 8 ans, comment on le prend, même si voilà, on sait que l'honneur de la patrie est très très important là-bas. Voilà comment on se sent, et c'est ce qu'on voulait essayer de faire passer à travers ce personnage-là de Rico, qui est en couverture d'ailleurs. Et puis voilà, elle aussi va être en contact de Gremlins pour essayer de changer un peu sa perception des choses et de lui donner un autre rôle aussi pendant l'aventure. Voilà, tout ça s'est enchaîné assez rapidement. Et puis après, Guillaume, quand il est arrivé, effectivement, on a beaucoup, j'ai beaucoup insisté pour qu'il travaille tout ce qui est sentiments, les visages. C'est pour ça que Guillaume a mis beaucoup de gros plans où on insiste vraiment sur les émotions. Et je pense que sur ça, c'était un pari, et c'est un pari qui est gagnant pour moi. Je suis vraiment très très content de ce qu'il a fait en tout cas. Merci. Oui, non, en l'occurrence, tout ce qui touche à l'organique, aux relations humaines, aux expressions, là, je suis vraiment dans ma zone de confort. Là où je l'étais beaucoup moins dans tout ce qui est mécanique, avion, hangar, tout ça. Mais oui, ça a été un vrai plaisir, puisque c'est avant tout effectivement on pourrait penser que c'est un récit de guerre ou un récit fantastique, mais j'aurais tendance à penser que c'est surtout une aventure humaine et un bon miroir de ce que peuvent être les relations humaines, surtout à cette période-là, une période compliquée dans un pays compliqué qui était en pleine débâcle. Et c'est avant tout une histoire familiale. Et l'avenir ne fera que confirmer ça, si succès il y a. Exactement. D'accord. Attends, vous allez trop vite. Vous allez trop vite pour moi. On tease. Ouais, le teasing c'est pour la fin. C'est pas la fin encore. Mais justement, quand t'es arrivé sur le projet, donc on l'a dit avant qu'il y avait Tristan qui avait dessiné une partie. Toi, t'es reparti from scratch sans jamais regarder ce que Tristan avait fait, ou t'avais quand même un peu jeté un œil pour voir la direction. Comment Non, j'avais les planches de Tristan, donc si tu veux au niveau du style, Tristan a un style particulier, bien à lui, qui aurait très bien pu le faire d'ailleurs. Il a un trait assez réaliste, un trait un petit peu old school qui aurait très bien pu convenir à Guns and Gremlins. Moi, j'ai un style totalement différent, donc j'ai dû me réapproprier le truc. Après, on m'a clairement dit, et Tristan, on a bossé le storyboard, essaye de suivre ce qu'il a fait.
j'ai pas pu m'empêcher de changer et j'espère pour le mieux. Donc non, j'ai tenu compte de ce qu'avait fait Tristan, en tout cas sur les 56 premières planches, qu'elles soient storyboardées ou finies. Par contre, voilà, il avait fait un essai de couverture, mais on s'en est éloigné au final. Donc non, j'ai tenu compte de ce qu'avait fait Tristan, mais je me suis très vite réapproprié le truc, quoi. Et qu'est-ce qui était, t'avais dû redesigner peut-être alors les personnages un petit peu. Oui, oui, tout à fait. À part Onishi, la vice-amiral Onishi, qui donc du coup ayant existé, là tu devais, il y a quand même une réalité historique. Il y a une cohérence entre ce qu'a fait Tristan et moi, hein, évidemment. Mais pour ce qui est de Hiroyuki Yamada, donc le père, Naoka la mère ou Riko, la petite fille, pour le coup, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est même les Gremlins. Voilà, je me suis tout réapproprié, mais en tenant compte avec beaucoup de respect de ce qu'avait fait Tristan, puisqu'il avait fait un travail tout à fait honorable. Ouais. Et je veux savoir juste en termes de, parce que tu dis que ton style est pas du tout celui de Tristan. C'est vrai qu'on remarque ce trait qui va lorgner un peu du côté de l'animation japonaise un petit peu, ce genre de choses. Je veux dire, en fait juste tes influences en fait, un petit peu, parce qu'on n'a même pas évoqué ça. Ah bah si tu veux, moi je fais partie de ce grand enfin comment dire, groupe de la génération Dorothée. Enfin j'ai la fameuse, l'unique. et Dieu sait que j'en estime chanceux. D'ailleurs, j'ai une chance absolue et totale d'avoir connu cette époque. Donc oui, mais mes influences, c'est effectivement, alors d'abord la franco-belge, parce que j'ai grandi avec ça, les mangas étant arrivés à la fin des années 80. Les Strange, les comics. En fait, moi je suis à la croisée de plein d'influences, comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est surtout, je pense, la Japanime enfin sur le manga et tout ça. Là, de toute façon, je suis très fan du Japon, comme beaucoup. Voilà, je fais partie de cette grande famille de fans du Japon. Et le Japon et les mangas m'ont effectivement beaucoup influencé, notamment dans les speedlines, dans la mise en scène. Ouais. J'essaie de faire quelque chose de très dynamique et, comme on l'a vu sur un site, de très cinématographique. Donc pour moi, les images bougent. Ce qu'il y a entre les cases et les ellipses bougent aussi. Enfin, pour moi, j'essaie de faire quelque chose de toujours très vivant. Et pour moi, le manga est la quintessence du très dynamique, ouais. Et du très vivant, quoi. Tout en essayant d'adapter quand même un découpage qui est plus classique, on va dire, dans le sens franco-belge du terme. Fait. Tu vois, où tu restes sur 3 bandes et après 3 bandes, c'est souvent découpage comics, ouais. Aussi d'ailleurs, mais pas avec des cases dans tous les sens. Exactement. Des choses comme ça, tu vois. Ouais. Moi, j'étais parti pour faire des cases un peu biseautées. Et tout de suite, David m'a dit non, essaye de rester dans un cadre un peu plus franco-belge. Et Dieu sait qu'il a eu raison, puisque le format étant, ça aurait été bizarre d'avoir cette espèce de mélange de styles. Néanmoins, voilà, avec des plans débulés, des traits de vitesse et tout, j'ai réussi à marquer le dynamisme que je voulais à la base en gardant des cases somme toute classiques. Non, mais c'est vrai que t'as pris tes marques très très rapidement, et ce que tu soulignes, hein, pour moi, je voulais pas de cases qui partaient dans tous les sens. Ouais. Je lui dis de temps en temps, effectivement, tu peux te permettre de faire sortir un avion du cadre pour donner plus de dynamisme en fait à la scène. Mais moi, j'avais pas, et déjà à l'époque de Tristan, hein, j'avais pas une idée complètement baroque en fait. Je voulais vraiment quand même quelque chose de très structuré. Et quand Guillaume est arrivé, effectivement, il a proposé des scènes avec ce que tu dis, les speedlines, qui sont très très manga. Je lui disais, si tu veux aussi utiliser une scène où il n'y a pas de décor, vas-y, pour essayer de sacraliser un moment dans les BD, fais-toi plaisir. Ça, c'était à ta main, hein, finalement. Et après le reste, effectivement, quand Guillaume est arrivé, on s'est posé la question, est-ce qu'on repart à zéro? Parce que ça, c'est toujours une question, hein. Quand on continue un projet, ceux qui restent ont validé déjà des choses, on a déjà retravaillé pour ma part un scénario avec un dessinateur, on a retravaillé des dialogues avec l'éditeur. La question s'est posée, est-ce qu'on reprend le matériel déjà existant et on le retransforme, ou est-ce qu'on repart de zéro? Et on a fait une sorte de compromis. On s'est dit, voilà, on te laisse reprendre les cadrages qui avaient été faits parce que c'est ce qui avait été validé. Si tu as des idées plus pertinentes qui te conviennent à toi et à ton style, continue et propose-nous quelque chose. Et généralement, à chaque fois que tu as proposé, à part une ou deux rares cases qui me revient très rapidement comme ça, mais on t'a pas refusé tes changements sur le storyboard existant. Et puis après, tout ce qui était la grande difficulté, c'était qu'effectivement, on n'avait que la moitié du storyboard. Et donc, il fallait qu'il s'approprie le storyboard existant
et qu'il fasse en fait une sorte de lien avec un storyboard qui était entièrement à sa main et que tu devais et on devait pas sentir la transition, de pas se dire tiens marrant au bout de la 57e page c'est plus découpé pareil. Ça s'est plutôt bien placé et je pense que personne pourrait dire à partir de cette page là c'est entièrement Guillaume, parce que personne peut le dire. Eh ben on va lancer le grand jeu First Print. Et voilà le grand jeu. Si vous devinez la page à laquelle vas-y. Chiche. Non, et puis surtout on a été très bien coaché et soutenu par Charlotte, notre éditrice, qui nous a accompagnés, qui justement elle aussi a dû faire le travail de dans la continuité de ce qu'avait fait Tristan, de me prendre en charge, parce que moi c'était ma première œuvre, hein. J'ai vraiment je suis parti de zéro. Après t'avais déjà dessiné quand même, donc t'avais fait des projets, donc t'as quand même une certaine expérience du dessin aussi. J'ai une expérience du dessin parce que voilà, j'ai 46 ans, j'ai quand même beaucoup bourlingué, ce qui fait que pour une première œuvre, je pense que c'est quand même assez qualitatif, hein, je me l'accorde. Néanmoins voilà, ce qui est rigolo, c'est que même quand tu penses connaître ce que c'est que la BD, ce qui était mon cas, même quand tu dessines depuis longtemps, quand tu consommes de la BD, du manga depuis longtemps, tu te dis ouais, allez, c'est bon. Et en fait, c'est une usine à gaz phénoménale. On sait que le pic de l'iceberg. Et en fait, derrière, il y a un boulot qui est hallucinant, quoi. C'est vraiment. Et je me suis très souvent vautré. J'ai souvent peiné. Mais ça valait le coup encore une fois, et c'est une œuvre qui m'aura beaucoup fait grandir et qui m'aura surtout beaucoup appris, hein. Je sais que t'as des exemples un peu de choses que t'as vraiment appris, auxquelles tu t'attendais pas justement et que ça t'a surpris. Oui, par exemple des trucs tout bêtes comme les tailles de police qu'il faut changer. Quand tu changes la taille de police, faut changer aussi les bulles. Donc si tu changes les bulles, tu changes aussi ce qu'il y a dans le cadre, les problèmes de cadrage, les problèmes des fois de ce qu'on appelle l'homothétie, des fois ce logothétie, pour ceux qui ne savent ce que c'est le format de page. Et des fois, une fois, ça m'est arrivé de changer ce paramètre et de devoir après tout recadrer. Voilà, c'est des petits trucs, c'est plein de petits cailloux sur la route. Et l'expérience faisant que tu les balayes au fur et à mesure. Et mais ça a été plein d'apprentissage et une belle expérience, compliquée et difficile. On va pas se raconter des histoires, mais très 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 satisfaisante. Ouais. Tu dessines en tradi ou en numérique? Alors, tout a été fait avec un iPad. Ok, ouais. Alors moi, voilà. Je me disais par rapport à l'homothétie, je me disais que si tu devais changer les cadres, je me disais c'est parce que tu bosses en numérique aussi. C'est ça, ouais, je bosse en numérique. J'avais choisi ça pour des questions de praticité et je pense que c'était pas mal. Je pense que le résultat est sympa. Sachant que tu vas sûrement en parler, mais histoire de, moi je ne fais que le dessin, la couleur étant attribuée à Sandra, dit Féline, qui a fait un travail formidable sur l'album et qui a été d'un courage et d'une résilience assez phénoménale, hein, parce que ça n'a pas été évident pour elle. Et Dieu sait que les couleurs apportent énormément. Hein. Et donc moi j'ai fait que le dessin et tout en numérique. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que j'en parlais à David ou même à ceux avec qui je dédicaçais, c'est que du coup quand ça fait des mois et des mois que j'ai pas pratiqué, si tu veux, du traditionnel, et de tout d'un coup repasser en traditionnel, du coup il y a une petite réadaptation, quoi. Tu fais une bêtise, il y a pas de CTRL Z en arrière, tu vois, pour tous ces trucs là. C'était assez rigolo, ouais. Pour le design des Gremlins, tu t'es justement ce que je disais avant à David, c'est que moi j'ai qu'une seule référence pour le coup, parce que je connais pas tout l'historique derrière. Comment t'es parti pour faire le design des Gremlins? Est-ce que justement t'as pas voulu re-regarder les films pour justement pas que ce soit... Non. En fait, moi, je suis comme David, un peu de choses près de la même génération. Le Dante, je l'ai vu très tôt, d'ailleurs, traumatisme. Parce que voilà, il tient quand même un peu du film d'horreur, même si c'est soi-disant un film pour enfants. Donc voilà, je l'ai vu très tôt. Pas pour toi? Je pense que j'ai jamais vu ça comme un film pour enfants, personnellement. Ah oui, on est d'accord, oui, voilà, c'est quand même bien inquiétant, quoi. Adulte, ouais, c'est tout à fait, ouais. Et donc je connaissais les Gremlins, je connaissais les Mogwai, tout ça, machin. Et en fait, moi, mon approche, ça a été de faire... J'avais fait quasi une dizaine de designs différents. Ouais. Et mon premier truc, ça a été de proposer à David. Parce que, encore une fois, moi, je me suis placé, j'ai pas d'ego là-dedans. Je veux dire, je me suis placé comme un exécutant et David, c'est le capitaine du bateau. Donc, je me suis référé à sa vision. Je lui ai dit, voilà, lequel tu veux, et je le ferai. C'était sa vision qu'il fallait respecter. Donc j'en ai proposé plusieurs designs, il a choisi celui-là. Après c'est un travail collaboratif, vous pouvez aussi vous partager la vision quand même. Non, puis il y avait aussi t'avais aussi un impératif, c'était que nous on a, alors je sais que ça ne se voit pas dans cette BD là, voilà, mais avant même de parler de design, on avait une idée de comment vivent les Gremlins
quelles sont les fonctions dans leurs fonctions dans l'écosystème. En fait, on a travaillé tout ça. Donc, les formes qu'ils devaient avoir correspondaient à ce au rôle qu'on voulait leur donner. Hein. Voilà, je vais pas trop en dire, mais voilà. Il faut prendre ça comme des Pokémon. Il y a un Gremlins de base. Après, il pourrait y avoir un Gremlins femelle. Tout ça, on l'a pensé avant. Et quand je lui ai dit, voilà, à quoi ils servent pour moi, ces Gremlins-là, effectivement, ils devaient avoir des attributs comme la queue pointue. C'était un impératif. Ouais. Je voulais, alors, je lui avais dit une fois, pense au marsupilami, mais bon, mais en moins mignon. Voilà, en moins mignon, et c'était peut-être pas le bon exemple, mais je lui disais, voilà, j'aimerais à un moment donné, et je sais que je vais utiliser ça, le fait que on s'attarde sur ses griffes, sur ses membres en fait, et que la menace vienne justement d'une queue très pointue et qui puisse transpercer de la tôle ou même les corps, quoi. Donc, il avait comme ça des petits impératifs, et effectivement, un des personnages dans la BD décrit les Gremlins comme n'étant que crocs et griffes. Et donc forcément, il fallait qu'on voit des dents, il fallait que ça soit acéré, il fallait qu'on voit des griffes presque trop disproportionnées par rapport au corps du Gremlins. Et je crois que dans les descriptifs, je t'avais dit, voilà, moi je vois une grosse tête avec forcément qu'une mâchoire et un corps tout fin pour dire, bah voilà, ils ont même pas d'intestin, c'est même pas pour manger, c'est vraiment, leur but c'est de détruire tout ce qui se passe autour. Voilà, il n'y a pas de fonction de survie ni rien. Et d'ailleurs, ce sont des personnages qui sont très éphémères, puisqu'on avait dit dès le début, une partie du moment où ils naissent, ils sortent du cocon, ils ne vivent que 11 minutes. Et pendant 11 minutes, ils se déchaînent. Voilà. Et c'était avec tous ces petites descriptions qui sont dans le script que, bah voilà, Guillaume nous a proposé une petite galerie de personnages vraiment, alors des fois c'est des toutes petites variations. Est-ce que je mets plus de matière sur les yeux pour leur donner une expression? Eh ben, moi j'y avais pas pensé. Je lui dis, bah oui, tout de suite, oui, il faut que tu accentues tout ce qui se passe au niveau des sourcils pour qu'effectivement on puisse les froncer et qu'on ait ce petit élément de regard que moi j'avais complètement zappé, parce que effectivement dans ma tête c'était vu autrement. Et tout ce qui est graphique en fait pour donner un côté malicieux aux Gremlins, c'est Guillaume qui l'a apporté pour compléter en fait les descriptions qu'on avait dans le scénar. Oui, parce qu'il y a aussi cette espèce d'ambivalence de la créature. Ça qui est rigolo, c'est qu'ils ont un côté, et ça, j'ai vu que ça a été très apprécié, ils ont un côté très cartoon. En fait, ils ont un côté vraiment décalé, comme de par leur nature fantastique, et en plus par leur traitement graphique, ils sont complètement à la fois mignons, à la fois c'est des vrais saletés, quoi. C'est des tueurs en puissance, c'est un peu des piranhas terrestres, hein. Donc voilà, c'est vraiment des saloperies. C'est vrai, ouais. Ouais, mais ils ont un côté par moment presque attachant, et c'est vrai que c'est là que Sandra aussi en couleur a fait beaucoup de bien à l'album, parce qu'elle a su les différencier par des teintes de couleurs, des taches, des machins. Donc des fois elle a réussi à faire des belles variations sur les Gremlins. Mais oui, effectivement, voilà, ils ont un côté cartoon, et ça, c'est que ça a beaucoup plu, ouais. C'est elle aussi qui s'occupait de tout ce qui est taches sanglantes, enfin les fusions de sang, ou c'est quelque chose que tu plaçais pour les scènes de carnage, quoi, grosso modo. Les effusions de sang, c'est elle aussi qui s'en occupe en numérique, ou c'était toi quand même qui les Non, c'est moi qui les faisais. Je faisais des aplats de noir qu'elle retouchait, et ensuite qu'elle passait en rouge. Mais oui, voilà, en gros c'est ça. Ah oui, alors sinon tu parlais des influences. Ouais. Figure-toi qu'hier il y a l'ami Nassourdine, quelqu'un qu'on connaît qui a un truc qui s'appelle l'alchimiste du 94, qui est vraiment très très sympa, qui m'a dit, et j'avais jamais pensé, et c'est vrai, il m'a dit ça ressemble à, alors j'ai oublié le nom, mais dans Dragon Ball il y a un moment, Yamcha il se fait complètement défoncer par des espèces de petites créatures vertes. Et c'est vrai qu'en fait, il y a des espèces d'accointances physiques que j'avais jamais tilté. Donc, il doit y avoir une influence indirecte de Toriyama derrière ça, ouais. C'était vraiment l'instant au Club Dorothée, là. Ouais, j'allais dire, faut que je connais pas mon Dragon Ball par cœur, et en même temps, Yamcha, il se fait tellement bolos dans tous les sens que faut que je me rappelle par quelle créature, mais faudra que j'aille inspecter ça. Et ça te va, les scènes de violence et tout, c'est fun pour toi, les fun la violence, c'est la vie. Non, mais oui, c'est, de par mes lectures. On va isoler ça et te le mettre en contexte. Ça, c'est devenu un mème. Voilà, j'ai grandi avec Ken le survivant, donc autant dire que voilà, la tripaille, j'aime bien. Donc, oui, non, c'est, justement, encore une fois, c'est là où je me suis amusé, c'est qu'il y a des scènes très décomplexées dans la violence. Voilà, c'est même limite foison de ketchup. C'est presque, il y a un peu de, c'est presque trop bigger than life. Toi, c'est bigger than life. Ça, il y a un truc de complètement décalé. Et justement, c'est là où il y avait le fun, quoi. Ces créatures sont là pour mettre le bazar, pour parler poliment, et elles y arrivent bien, ouais.
Et je veux savoir aussi si parce que c'est quand même un bouquin donc qui prend un contexte donc de la Seconde Guerre mondiale, on parle des kamikazes japonais, d'attaques de bateaux par des avions. Beaucoup d'avions, tu disais que c'était pas forcément ta zone de confort, c'était dur de dessiner ça. Oui, ouais, alors tout ce qui est encore une fois, comme l'a souligné David tout à l'heure, me semble-t-il, enfin moi mon père est fan d'aviation, donc j'ai baigné, j'ai bossé à Roissy, mon père était à Air France, enfin bref, il y a un contexte d'aviation autour de moi depuis que je suis petit. Donc si tu veux, avant même de commencer la BD, je savais ce que c'était qu'un Mitsubishi Zero ou un Corsair, et donc j'avais déjà une petite appétence pour le sujet. Tu lisais les Buck Danny, non? Ouais, j'en ai, ouais, il y en a même d'autres, je sais plus comment ça s'appelle, enfin j'ai plein de BD d'aviation, j'ai trop de BD, enfin même si on pourra dire qu'on en a jamais trop, mais je connais certaines personnes qui râlent parce qu'il y a trop de cartons dans le garage. Mais sinon, pour répondre à ta question, c'est surtout que c'est bête à dire, mais si tu veux, je suis beaucoup plus intéressé par l'humain, par les expressions, par l'organique, le mouvement. Là où un avion, tu le prends dans n'importe quel sens, ça reste quand même assez statique. D'où ma satisfaction d'avoir su rendre des scènes, je l'espère en tout cas, assez dynamiques, avec des appareils qui, a priori, n'étaient pas trop dans ma zone de confort. Et puis surtout, comme tu as pu le constater, là où je me suis souvent tirer une balle dans le pied tout seul, c'est que j'avais tendance à être trop perfectionniste, à faire tous les rivets, tous les machins, tous les trucs. Donc ça a été pas mal, ça a été beaucoup de boulot. Bon, à la fin, je commençais à les connaître, les avions, mais je me suis quand même beaucoup aidé évidemment de références, de modèles, de machins, sans quoi ça aurait été quasi impossible, quoi. Ouais. Que tu lui indiquais aussi alors sur tout l'appareil en fait historique, tu lui avais envoyé des références aussi. Oui, j'avais envoyé quelques références, des images qu'on peut trouver sur le net. Moi, j'ai revisionné des vieilles séries comme Les Têtes Brûlées pour voir quels sont les stocks d'images qu'ils utilisaient pour avoir les mouvements de l'avion. Et puis comme toujours dans mes scénars, c'est une sorte de mise en scène qui est proposée au dessinateur. Donc il y a une sorte de ballet aérien que j'ai essayé de mettre en scène par rapport aux caractéristiques de l'appareil. C'est-à-dire que effectivement, il y avait un des deux appareils qui était plus léger, donc le Corsair était beaucoup plus lourd, donc le Zero était plus maniable. Donc voilà, on essaye quand même de prendre ça, même si c'est pas le fond du problème, mais on a essayé quand même derrière d'utiliser les capacités des appareils pour essayer de proposer une sorte de balai aérien pendant l'attaque en fait qui se passe à la fin du bouquin et qui prend quand même une belle part. Je pense qu'il y a plus d'une trentaine de pages. Oui, il y a une quarantaine de pages qui se passe pendant une bataille aérienne. Donc voilà, on a essayé de prendre tout ça et puis au bout d'un moment, je lui ai dit comme Guillaume dit. Il était un peu complexé par les détails et tout ça. Je lui dis mais attends, c'est pas un bouquin sur l'aéronautique. Voilà, on est sur un si on veut transposer ça, on est plus sur un 1941 de Spielberg que un véritable film Top Gun où on va vraiment regarder toutes les parties de l'avion et il fallait qu'il se décomplexe là-dessus. Et je m'excuse auprès des en amont auprès des spécialistes. Tout n'est pas accurate, mais c'est. Mais c'est suffisant. C'était pas le but en fait finalement de cette BD. Le côté fun devait passer toujours avant le reste en fait. Et puis surtout c'est un truc c'est un truc de fiction. Si on accepte, comme disait David justement, si on accepte le fait qu'il y ait des gremlins, je pense qu'on peut accepter que les rivets sont pas au bon endroit, quoi. Voilà, exactement. Mais est-ce que toi tu réussissais à lâcher, si tu dis que t'es perfectionniste, est-ce que tu réussissais aussi à un moment à lâcher prise en fait aussi, à te dire je pourrais pas aller plus loin non plus, ou alors tu passes trop de temps et t'as encore 12 autres planches à faire. C'est une bonne question en fait. C'est justement tout le problème c'est ce que j'ai découvert en faisant cette première BD. C'est Florent Maudou qui m'avait dit ça à l'époque et Dieu sait qu'il avait raison. Le plus dur, c'est de trouver son point de contentement. C'est au bout d'un moment de se dire moi c'est bon, lâche l'affaire, c'est suffisant, ça fait le taf. Et moi je pouvais pas m'empêcher au début de revenir, de rajouter des trucs comme la fameuse planche 14, c'est ça, où il y a toutes les caisses, où je me suis amusé à faire tout le veinage des bois et des clous machin jusqu'à des caisses au fond. Enfin ça ne servait à rien, mais je l'ai appris à la dure. À tes dépens, mais ouais. Il y a un moment où c'était trop. Mais j'ai trouvé de toute façon encore une fois c'était ma première œuvre, donc il fallait régler tous les petards. J'ai trouvé mes marques et de fait j'étais beaucoup plus à l'aise sur les 30 dernières pages. J'étais un peu plus à l'aise, ouais.
Et ça fait quel effet alors quand tu vois ta première BD publiée J'aime bien poser cette question. Oui, ben écoute, si tu veux, c'est pour répondre d'une manière globale, comme je disais à David hier, c'est que c'est tellement un métier de moine copiste où on est là pendant des mois ou des années tout seul à dessiner sur un bureau que du coup là maintenant que c'est sorti, que c'est accessible, j'ai l'impression d'avoir une espèce de détachement totalement positif. C'est presque trop, tu vois, sur le stand Ankama, ont fait un énorme truc, une énorme promo. Enfin, c'est énorme. Moi, j'ai l'impression de débarquer sur une autre planète, en fait. Donc, c'est une grande satisfaction, une grande fierté, mais c'est aussi beaucoup d'étonnement parce que si tu veux, quand tu travailles planche par planche, c'est que des petits morceaux. Après, t'as pas tendance à voir le truc global. Voilà, même quand après t'as le PDF. Plus, ouais, même parce qu'en plus, vu que toi c'était en numérique, tu peux pas avoir ton tas de planches qui s'accumulerait si tu les faisais en tradi. C'est ça. Le seul moment où j'ai commencé un peu à réaliser, c'est quand j'ai reçu les essais chromatiques d'impression, où je me suis dit ah ouais tiens ça va être comme ça. Mais oui, ça a été c'est une drôle d'impression, mais surtout ce qui avant toute chose, et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour les lecteurs, c'est de voir la satisfaction, le plaisir et le succès que ça commence à avoir déjà, c'est une bénédiction. Enfin, moi, je me sens ravi, avec évidemment, comme beaucoup, ce syndrome un peu de l'imposteur, en me disant, mais est-ce que je mérite tout ça? Mais visiblement, oui, donc je me l'accorde. Très bien. Je veux juste savoir, c'est l'un de vous deux qui a eu l'idée de faire pour la couverture ce vernis sélectif qui donne l'impression d'avoir des écailles. Non, on va être très très franc. Non, ça c'est véritablement à l'édition chez Ankama où ils ont pris ce parti d'utiliser ça. Nous, ce qu'on voulait au début, pour ceux qui n'ont pas la vue de la couverture, on a la reprise en fait des écailles du cocon des Gremlins et qui fait tout le pourtour de la couverture jusqu'à la 4e de couve. Et en fait, il y a des petits liserés d'or qui émaillent en fait le cocon. Et au début, on voulait avoir cet effet de profondeur ou de vernis sur ces petits liserés d'or. Et quitte à même avoir vraiment un effet or sur ces choses-là. Vraiment, le truc qu'on avait en tête, c'était ça. Et peut-être, on avait évoqué, je crois, le côté relief avec un embossage pour donner toute la partie centrale de la couverture, qu'on ait un petit effet relief. Mais après, je pense qu'au terme de fabrication, c'était plus compliqué. On pouvait pas faire passer le vernis sur la tranche, tout ça, donc ça devenait très très compliqué. Et c'est Pauline qu'on va citer qui nous a fait cette proposition et voilà, elle a détaillé toutes les écailles une par une. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Elle a dû nous maudire. Elle a dû nous maudire et en même temps, quand on voit maintenant la réaction des gens par rapport ne serait-ce qu'à l'objet en lui-même, tout le monde est vraiment conquis, on fait plein de retours dessus et du coup voilà, nous ça a été aussi une surprise, même si on avait amorcé plus ou moins l'idée de départ. Toute la finition, ça a été chez Ankama où ils ont vraiment. On peut dire qu'on est gâté. Enfin, notre maison d'édition nous a gâtés parce que c'est vraiment au-delà de la BD, c'est un bel objet en lui-même. Enfin, tout le monde s'accorde à le dire. Il y a un beau toucher. Enfin, c'est vraiment le côté embossé, machin. Ouais, c'est vraiment, vraiment un objet de qualité. Ouais. Très bien. Et alors, je reviens maintenant à là quand vous avez voulu teaser un petit peu parce que donc sur la conclusion, enfin, on a une conclusion qui est assez définitive par rapport au côté historique parce que de toute façon l'histoire voilà on la connaît mais c'est vrai que les Gremlins techniquement peuvent réapparaître ailleurs. Alors c'est ça que vous voulez teaser un petit peu, c'est dans l'idée que vous voulez Vas-y, je t'en prie. J'y vais. Alors nous on a pensé ça alors moi j'aime pas en fait les bouquins où on vous propose un cliffhanger. Je déteste ça parce que des fois on sait pas dans l'édition combien de temps ça va prendre pour amener le volume 2 ou un volume 3 et j'estime que quand on est fan d'une histoire et que on est obligé d'attendre 2 ans pour avoir le deuxième volume, pour moi c'est un chouïa trop long. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est avoir une fin ce que j'appelle une fin autoconclusive, c'est-à-dire qu'effectivement pour moi, on peut lire cet album-là et effectivement, il y a une fin. Par contre, on a bossé les Gremlins. Donc là, vous avez, je vais lancer l'info, moi, c'est ce que j'appelle les sentinelles. Les Gremlins que vous voyez dedans, c'est des sentinelles. Grosso modo, c'est la version mâle du Gremlins. Il y aura, dans ce qu'on a prévu, un Gremlins femelle qui va donner naissance à autre chose. Bref, tout ce qu'on met dans cette BD, on parle d'histoires de dragons chinois ou un truc ça, tout est relié et c'est pas mis par hasard, en fait. Donc, effectivement, on a déjà une histoire qui va se baser sur d'autres faits historiques où on va
retrouver la famille Hamada, on va la voir évoluer, et toujours aux prises un peu, c'est le syndrome de Ripley dans Alien. Forcément, les Gremlins vont toujours revenir mettre leur petit grain de sable dans l'histoire, mais voilà, on aura envie de continuer là-dessus sur au moins une trilogie, voire avec une préquelle et tout ça. Mais tout est déjà pensé en fait, donc on va pas se dire ouais, on va attendre et si ça marche bien, on va éventuellement réfléchir à un 2. Non, on a déjà le 2 et le 3 qui sont déjà bien scriptés. Après, effectivement, on est dans le domaine de l'édition. Si les ventes sont pas à la hauteur, on va pas continuer dans un projet qui de toute façon trouvera pas son public. Là, ça part bien pour l'instant. On a des bons retours. Donc, effectivement, on peut se dire qu'on peut mettre en chantier un numéro 2. Dès qu'on nous donnera l'autorisation, on pourrait le faire. Et comme dit souvent Guillaume, vous n'êtes pas prêt pour le numéro 2. Ouais, ça, tu confirmes ça au micro? Oh bah je vais même surenchérir. Moi je me sens plutôt prêt là quand même, tu vois. Donc, moi je me sens plutôt prêt là. Donc, c'est vrai, qu'on est vraiment pas merci. Prêt? Bah nous aussi, hein, je vais le dire, hein, le scénar du 2 est déjà écrit à plus de 60%. D'accord. Okay. Donc voilà. Et bah pour te dire, moi je connaissais aussi le 2 avant de commencer le 1 et je me suis presque vu dire à David, ou je crois même que je lui ai verbalisé. C'est quoi, on va faire le 1 parce que j'ai grave envie de faire le 2. D'accord. C'est pas de la flagornerie ou quoi, mais vraiment le 2, il va envoyer sacrément du pâté et ça va être très très énervé. Et le 3 va être aussi super. Enfin, c'est vraiment une trilogie, c'est pensé en amont. Ouais. En attendant, Guns and Gremlins vient de sortir. Voilà, c'est ça. Oui, remettons les choses dans le contexte. Bien entendu, faut pas mettre la charrue avant les bœufs de la peau de l'ours que t'as pas tué, ce genre de choses-là. Mais très bien. En tout cas, Guns and Gremlins, du coup, tome 1, mais Guns and Gremlins, c'est sorti aux éditions Ankama. Vous pouvez donc le retrouver en librairie. Et ma foi, peut-être qu'on se retrouvera pour parler de la suite. Avec plaisir. Espérons-le, comme disait Guillaume un peu plus tôt, la violence, c'est la vie. La violence, c'est la vie. Merci beaucoup, David et Guillaume. C'était très cool de pouvoir discuter avec vous. Et on vous rappelle que si vous appréciez ce travail et les podcasts que l'on réalise, vous pouvez simplement les partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Ça permettra de faire connaître et l'émission et également de mettre en avant le travail des gens qui y passent. Et s'il vous reste des sous après avoir acheté Guns and Gremlins en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Salut! Salut!